voilà, à cette présentation. Donc moi c'est Fabien, j'ai 34 ans. Je suis en fait dans l'e-commerce et aussi dans l'affiliation. Et je fais de la formation et un peu de consulting. Voilà. Moi c'est Fred. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, il y a le blog investirensite.fr, sinon 32 ans et un profil assez similaire à celui de Fabien. En fait, e-commerce, SEO, affiliation, voilà. Qui se monétise. Ok, super. Donc SEO, vous faites des prestations SEO, du consulting hein, aussi. Alors, Ouais. moi personnellement, voilà, j'essaye de pas en avoir trop en cours quand même. C'est pas quelque chose voilà, j'essaye de répartir les choses de façon à pouvoir travailler quand même sur mes sites de façon D'accord. assez importante. Voilà. Ouais. Bon, moi c'est un peu pareil aussi. J'en ai fait pas mal là, depuis ces 2 dernières années. Et là de plus en plus je me retire vraiment pour monétiser vraiment mes sites en fait. D'accord. Ok, Donc merci. voilà. Donc aujourd'hui en fait on va vous parler de e-commerce en slip. Donc c'est axé en fait sur les niches. Donc en fait on voulait faire une petite définition de ce que c'est pour nous une niche, parce que c'est pas interprété de la même façon par tout le monde. Il y en a qui parlent de niche, ils parlent plutôt de thématique. Nous en fait quand on dit niche, c'est plutôt on va dire un mot-clé spécifique ou un domaine sur lequel on va pouvoir en fait facilement se positionner et faire de l'argent. Je sais pas si Fred, D'accord. tu peux Ouais, rajouter ouais, ou... ouais, complètement. Ouais, non, complètement. Ouais, on essaye dans tous les cas voilà, de parler de monétisation et d'argent plutôt que de se perdre dans des concepts un petit peu foireux. Voilà, ça peut être assez une niche peut l'être pour quelqu'un, pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça peut être une niche d'un point de vue SEO, mais pas forcément d'un point de vue monétisation. Donc, ne nous égarons pas trop là-dessus. Oui, une niche rentable et évaluer son potentiel. Donc on va commencer par là. Alors, quand on cherche une niche à monétiser sur Internet, le premier truc, c'est qu'il faut essayer d'être à l'affût, en fait. Voilà, au quotidien, quand on regarde la télé, quand on lit des journaux ou quoi que ce soit, voilà, il faut être à l'affût, c'est un petit peu ça finalement la règle à suivre. Donc par exemple, quand on regarde la télé, on tombe sur une émission qui s'adresse aux ménagères, du type comment ça va bien. On voit un produit voilà, qui semble sortir un petit peu du lot. Il y a un journaliste qui va en parler, qui a fait le travail pour vous, qui a étudié ce qui fait le buzz actuellement. Voilà, un produit voilà, qui va vous taper dans l'œil. Vous allez pouvoir vérifier ça sur Internet. Par exemple, là pour le coup, sur comment ça va bien, vous allez sur le site officiel de l'émission télé et vous allez avoir toute une liste de produits, en fait, de thématiques dont ils ont traité dans l'émission, avec donc la liste des produits. Là, en l'occurrence, on voit que la chandelle tropézienne se démarque clairement, par exemple, de la thématique bien acheter du blanc, un indicateur social. C'est le screenshot du site en fait. Hein. Après l'émission, en fait, c'est donc c'était la présentation de la rubrique de l'émission. Et là, en fait, le but, c'est d'aller regarder finalement les sujets qui ont fait le plus réagir. Donc quand c'est sur sur des produits comme ça qu'on peut revendre, ça permet rapidement de voir s'il y a un produit plutôt qu'un autre qui se dégage ou une tendance. Donc voilà, donc là on avait pris l'exemple de la sandale tropézienne, mais il y en a plein en fait. Euh, donc voilà, même pour du blogging, pas forcément pour de la monétisation comme ça sur du produit. Donc on a pris l'exemple, on est resté sur la sandale tropézienne. On est parti sur Amazon. Donc là l'objectif c'est toujours là on est dans la recherche de niche. L'objectif c'est de la valider la niche. Donc c'est d'être sûr du produit qu'on souhaite vendre. Donc là en fait on a été sur Amazon, donc on a requêté sandale tropézienne. Et là le truc c'est de repérer encore une fois s'il y a un type de sandale ou un modèle qui se dégage. Donc là, en fait, on voit clairement sur le deuxième visuel, là, on a 109 avis en fait qui ont été déposés sur ce modèle. Donc on voit que c'est un produit, ça se confirme, c'est un produit qui est demandé, qui est acheté. Voilà. Et puis on peut compléter la chose en disant que il y a environ, alors l'ordre de grandeur c'est ça, même si les chiffres sont pas tout à fait vrais, il va y avoir à peine 10% des gens qui vont lâcher un commentaire ou une évaluation sur un produit sur Amazon. Ce qui veut dire derrière que quand vous avez 109 avis, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs, peut-être, voilà, au moins un minima, voilà, un millier de ventes. Donc c'est des très bons indicateurs pour le coup. Il n'y a pas qu'Amazon. Hein. Donc, on a cité Amazon, mais il y en a plein. Il y a plein de supports de plateformes pour tester, Hum. tester le. D'ailleurs, tu as raison.
Amazon a tendance à être un peu surchargé parce que tout le monde y pense. Il y a beaucoup d'autres plateformes à exploiter qui sont relativement intéressantes. Voilà, donc après on a rajouté donc en dessous, c'est vrai que donc là on le fait à la mano, mais on peut facilement l'automatiser. Donc et lancer ça un petit peu, on va dire à grande échelle. On va aussi pouvoir repérer les différents tarifs sur des mêmes produits. Donc après ça va être aussi intéressant de comparer les plateformes, on en parlera après. Est-ce que vous pouvez Ouais, réagir à une chose? question de pigeon. Donc, ouais, voilà, qui disait que les avis, voilà, ça pouvait être aussi des fakes. Donc, c'est pas Mhm. forcément une référence. Mais là, je crois qu'on est plus sur la recherche de pistes que Mhm. de valeurs Alors, sûres. je rebondirai là-dessus. À un moment donné, si tu veux, tu peux pas voir le monde en noir ou en blanc, hein. Il y a forcément des éléments, des tendances qui se vérifient quand même. Tu peux t'amuser d'ailleurs, c'est un bon truc, à manipuler le nombre d'avis comme ça pour essayer de monter un peu dans le classement sur Amazon et gagner en visibilité. Maintenant, tout le monde n'est pas tordu non plus. Quand tu as des indicateurs comme ça qui sont clairs, du genre 109, 109 avis, il faut les prendre en considération, d'autant plus qu'Amazon sont très stricts à ce niveau-là. C'est pas si simple que ça de faire des fake avis, puisque il me semble que pour les évaluations, tu es obligé quand même d'acheter le produit, ce qui n'est pas le cas pour les commentaires. Voilà. Après l'objectif c'est de repérer une tendance, donc même s'il y a des faux avis, voilà, même si là on a 50 faux avis, si on avait 59 avis, ça nous suffisait en fait pour voir qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce produit en fait. Voilà, et je rajouterais qu'on est sur un produit de niche, donc a priori comment dire, les tordus vont pas s'amuser à manipuler forcément des produits voilà, assez nichés. Bon, ça dépend. Ok. Donc ensuite les Bah, plateformes merci d'avis pour le. certifiées, je veux enchaîner. Donc alors après il y a donc un autre moyen, donc les plateformes d'avis certifiées. Donc là le but c'est d'aller chercher en fait donc des footprints de plateformes d'avis et de faire remonter tout ça et de regarder un petit peu s'il n'y a pas quelque chose déjà de façon générale. Hop, je sais pas, il y a un truc qui s'est mis au milieu. Donc, donc là l'objectif voilà, c'est ça, c'est de façon générale déjà de faire remonter en fait tous les produits, voir s'il n'y a pas un produit qu'on n'avait pas en tête ou quoi qui remonte, et après en fait d'affiner nos footprints pour vraiment aller chercher, encore une fois essayer de valider sur un produit si on a déjà eu une idée, ou voilà partir d'une thématique, après recentrer sur un produit. Enfin, la démarche elle est là en fait. Ouais, complètement, voilà, ça peut être fait dans les deux sens, confirmer ou trouver une bonne idée, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a Donc là, d'autre à après dire là-dessus? vous amusez à tester, on a mis juste voilà un footprint basique, mais l'idée elle est là. Alors ça c'était pour vous présenter donc un outil qui est intéressant, SimilarWeb. Donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Alors c'est vrai que c'est un outil un peu élitiste parce qu'il est très cher. Maintenant c'est énorme. Dans SimilarWeb en fait on a une partie content qui nous permet en fait de voir rapidement. Donc là l'exemple en fait c'est sur un site de vente de t-shirts. En fait c'est très connu sur les gens qui font de l'affiliation. Donc le site c'est Teespring. Donc là en fait on rentre le site et ça nous permet en fait rapidement de voir les pages en fait qui ont reçu le plus de visites. Et si on regarde par exemple là on prend par exemple la 10e position, donc là c'est voilà, donc là on voit c'est un des t-shirts en fait qui a le plus marché, en fait qui s'est le plus vendu, enfin qui a le plus reçu de visites et qui a de grandes chances d'être le plus vendu. Donc c'est voilà, Ario on la remporte. Donc c'est super intéressant, ça marche quasiment sur tous les sites. Alors si c'est un très petit site, forcément ils n'auront pas trop de données. Mais en tout cas voilà, c'est très puissant. Oui, il faut savoir qu'en fait ils récupèrent les datas à travers en fait différents plugins en fait qui sont sur vos navigateurs. Donc voilà, et c'est aussi super intéressant au passage. On peut récupérer les keywords. Voilà, ce qu'on a plus avec le Ok. HTTPS. On peut aussi dire que cet outil-là permet d'extraire une niche à travers ce qui n'en est pas vraiment une, notamment les t-shirts. Enfin voilà, si demain vous voulez vous lancer sur les t-shirts, c'est vraiment la fausse bonne idée. Sauf si voilà, vous segmentez vraiment la thématique voilà, sur quelque chose de très pointu. Voilà, donc on passe de quelque chose qui n'est pas une niche à finalement à quelque chose qui peut être une niche du style les t-shirts voilà, qui traitent de Rio. Ça. Et donc là, en fait, beaucoup plus accessible. On a fait la même chose avec Ahref. Donc Ahref, partout, pareil, il y a une partie pour analyser le contenu. Donc là, pareil, vous rentrez le nom du site et de suite, là, ça remonte. Donc tous les partages Twitter, Facebook, le nombre de backlinks que reçoit la page.
Donc là, encore une fois, il y a moyen vraiment de relever une tendance. Pareil, vous pouvez trier par date. Donc, c'est ce qu'on a fait ensuite pour revenir sur notre idée de départ de la sandale. Donc là, en fait, on a filtré par date. Donc si on prend les dernières sandales en fait, qui ont été ajoutées sur le site donc Sarenza, donc on voit le 17 juillet, en fait, il y a eu ce produit. On voit 36 partages Facebook. On voit que ça a bougé un petit peu. Et si on va vérifier ensuite sur le site, ça a bien fait un carton. C'est épuisé. Il y a 61 avis. Donc c'est un produit qui a marché. Voilà, en gros, voilà, c'est la sandale qu'il fallait vendre cet été si vous voulez vendre de la sandale. On arrive rapidement en fait à repérer des tendances et c'est un outil qui est intéressant et plus accessible que SimilarWeb. Ouais. Alors, je pense à un truc en plus hein, sur les sandales, du coup, voilà, pour parler vraiment SEO. Ce qui est intéressant sur les produits, vraiment, si vous êtes un peu des dingues du backlink, vous pouvez ranker finalement de façon vraiment à court terme et puis ramasser, même si vous tombez au mois de septembre, c'est pas très grave. Alors, analyser les best-sellers de la thématique. Donc il y a quelque chose qui est intéressant en exploitant, on va dire, les CMS du type comme PrestaShop qui sont utilisés par la plupart des e-commerçants, c'est d'extraire une empreinte qui va vous permettre de récolter tout ce qui est best-seller en fait. À travers une empreinte donc qui est illustrée en bas de page, vous pouvez remonter tout ce qui est meilleure vente et du coup avoir une idée ou confirmer le produit qui marche le mieux sur une thématique. On aurait pu rajouter derrière l'empreinte, bon, c'est ce qu'on a fait, sandales, et extraire les meilleures chaussures. Donc c'est assez sympa, ne pas hésiter à multiplier le nombre de CMS, c'est important, il y en a beaucoup, il n'y a pas que PrestaShop. PrestaShop comporte plusieurs versions, donc les empreintes, c'est pas forcément les mêmes. L'empreinte qu'on a mise est vraiment assez générique, il y a beaucoup plus fin que ça. Voilà. Ouais, moi, l'idée, elle est là. Ensuite, donc ça aussi c'est pas mal, une fois qu'on a repéré la niche. Donc là on va aller sur les sites de nos concurrents, les sites qui vendent déjà ce produit. Alors important c'est vraiment de choisir un site monoproduit, monothématique, parce que sinon ça va pas marcher. Donc vous faites une commande, donc un virement bancaire, ça vous coûtera rien. Vous faites ça en début de mois, 7 jours après vous réitérez l'opération. Et vous faites la différence en fait entre le numéro de la confirmation de commande et vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Donc l'idéal c'est de renouveler l'opération 3 ou 4 fois parce qu'on sait que sur un e-commerce les milieux de mois ne sont pas les mêmes que les débuts ou les fins de mois. Donc voilà, il y aura une saisonnalité aussi, donc l'idéal c'est de reproduire ça plusieurs fois. Et pas hésiter à automatiser la tâche si vous êtes un peu feignant. Voilà, via Zenoposter, c'est des choses qui se font assez bien. Sur certaines versions de PrestaShop, notamment les plus récentes, l'astuce n'est pas viable, puisque il me semble que les numéros de bon de commande en fait se succèdent pas vraiment dans un ordre logique. Par contre, voilà, vous les avez encore une fois, voilà, multiplié vraiment les CMS. Là, on a parlé de PrestaShop et de Telia, mais Oxatis est sensible à ça et tout un tas de CMS en fait. Hein. On a Jérémy qui demande est-ce qu'après on annule les commandes ou pas? Non, tu t'en fous. Tu mets un fake mail, c'est ça. De toute façon, le e-commerçant derrière il est pas bête, hein, il n'envoie pas il n'envoie pas la commande avant d'avoir reçu le paiement. Donc on y va vraiment en mode sous-marin quoi. Ça, c'est pas une préoccupation à avoir. Ouais. Il y a aussi Madine qui demandait qui mange des chips. Je sais pas si c'est. Ah, c'est pas moi. Voilà. En tout cas, celui qui mange des chips, il peut couper son. Son micro serait cool. J'aurais pu m'en passer. Les grands classiques. Alors pour repérer les mots-clés à fort potentiel. Voilà, c'est vraiment c'était pour citer en fait les outils de base que tout le monde connaît. Mais bon, ils sont là, ils existent, ils servent. Donc voilà, on a Edward, SEO Cockpit, Market Samurai, Yoda Inside. Voilà, c'est des outils qui vont bien. Moi perso j'aime bien Yoda Inside, rapport qualité-prix, franchement je trouve que c'est terrible. Alors après on est que sur du français, donc ça dépend le marché que vous attaquez. Voilà, et après off-site, voilà, on les connaît tous, donc Majestic, CMWatch. Mais c'est Insight, non? Ah, c'est possible. Insight. Ah, ouais.
Mais bon, c'est Vous avez- Hyundai Inside aussi, hein. Mais le nom du produit, c'est Insight. Donc, quelqu'un le rappelait sur le chat. Merci. Ok. Ouais, mais merci de nous avoir fait passer pour des abrutis. Mais, mais sinon, ouais, comme disait Fabien, c'est des très bons tools. Voilà, on a essayé d'être un peu alternatif pour la conf, mais la base, elle est là. Et pas oublier que ouais, il y a une petite partie, on va dire, d'instinct, entre guillemets, à la base, pour trouver les bonnes idées de niche quand même. Il faut être à l'affût. Les outils derrière font que confirmer les tendances. Ouais, c'est ça. Tu veux enchaîner, Fab? Ouais, alors comment tester une niche rapidement? Bon, alors on est sur le concept de niche, donc a priori ce sera plus relax au niveau du SEO et de la concurrence. C'est quand même, alors pour moi, la définition d'une niche, ça se rapproche quand même de ça. Pas hésiter, voilà, à mettre un petit peu d'argent pour tester, pour avoir du trafic vraiment de façon rapide, voilà, immédiate, pour tester vos produits. Ça vaut mieux perdre voilà, un peu d'argent au départ plutôt que de se lancer dans une stratégie SEO qui sera foireuse à court et à long terme. Voilà, donc En fait, c'est que lancer une stratégie SEO, c'est forcément plus long et plus coûteux. En plus de ça, des fois, on peut vraiment se tromper parce on est sur des top keywords, on est quasiment sûr, comme ça à première vue, que ça va convertir. Et il s'avère que finalement, ça va pas forcément convertir. Et donc du coup, voilà, se lancer sur un mot-clé concurrentiel sans être sûr que derrière, ça mène à des ventes, c'est franchement un gros risque, une perte de temps, tout ce qu'on veut. Donc voilà, même des fois avec voilà, 100 ou 200 euros sur la plupart des sites. On arrive déjà à aller tester quelques mots-clés, ne serait-ce que quelques jours. voilà. C'est franchement Parce qu'on- intéressant et quasiment. non, ouais. Comme on est sur de la niche, voilà, comme dit Fabien, ça vous reviendra pas forcément très cher de tester votre niche en fait. Vos mots-clés seront pas très chers. Voilà. Ouais. Donc, la mise en place et optimisation, donc là on passe, voilà, une fois qu'on a trouvé notre niche, qu'on l'a validé par divers moyens, bon, il y a d'autres moyens en fait, hein, on peut pas passer sur tout, mais bon, l'idée c'est ça quoi. En tout cas là il y a les grandes lignes. Donc après on passe à la mise en place et l'optimisation. Donc là en fait on est face à un dilemme oui et non, c'est savoir ce qu'on va faire. Si on monte notre site e-commerce immédiatement, ou on décide de tester encore une fois le produit, ou de ne vendre que sur des places de marché. C'est aussi possible, il y a des gens qui vendent que sur des places de marché. C'est pas impossible. On a une petite question, Fabien, si tu veux bien. C'est combien de clics AdWords pour avoir un signal, enfin, quelque chose de significatif en termes de taux de conversion? Bah, en fait, je pense que on va dire un millier de clics. Après, ça n'a pas trop de sens dans le sens Ouais. où ça dépend de ton ROI, enfin comment dire, de ta marge, ça Ce qui dépend de compte, plein c'est de pas le choses. taux de clic AdWords, en fait, c'est plutôt comment tu vas vendre derrière ton produit. Est-ce que ta page de vente sera validée du coup par ce fait, etc. C'est ça? Ouais, non, en fait, je voulais Ouais. savoir si, pour tester un mot-clé, combien tu regardes le taux de conversion en fait sur combien de clics pour te dire ouais ok je peux y aller. Ou non bah non là cette conversion là c'est peut-être un coup de bol donc à ce niveau-là je sais pas si vous avez des règles. Bah, c'est sûr qu'il faut un certain volume pour que ce soit cohérent. Maintenant, de toute façon, pour faire voilà, par rapport à Edward, très franchement, sur tous les e-commerce que j'ai eu, Edward, ça a toujours été complémentaire et on va dire positif au niveau des conversions. C'est-à-dire que quand en fait, on affiche dans les 3 premiers résultats Edward et que derrière, en fait, on a notre site, même s'il rank dans les 3 premiers, il s'avère en fait qu'on a des meilleures conversions derrière. Donc, Ouais, non, je parlais juste pour la phase de test en fait. ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, c'est jamais perdu et que la campagne AdWords elle risque de se prolonger après en parallèle au SEO. Après, ouais, je comprends la question, mais ça dépend un petit peu ça dépend du budget qu'on a pour tester. Ça va dépendre aussi du CPC. Donc voilà. C'est Voilà. Ça va peut-être aussi dépendre du volume de recherche en question, parce qu'on est aussi sur de la niche. Donc on peut peut-être pas tester sur du gros volume. À mon avis, ça va rester sur des petits volumes
Après, est-ce que c'est significatif ou pas? Il y a toujours une part de prise de risque, mais bon, si tu t'arrives à faire quelques ventes déjà facilement, quelques jours, ça peut être un bon signal, non? Ouais, voilà. Alors, moi, je prendrais les choses en termes de signe et de signal. Et puis surtout, voilà, si tu convertis très mal et que tu rentres dans tes frais, que t'es positif à la fin, bon, tu t'en fous, c'est pas grave. T'as ton signal et puis tu améliores après ton taux de conversion. Bah, ça va beaucoup dépendre. Ben, voilà, est-ce que si t'as 1% parfois, je sais pas moi, 0,5% de taux de conversion, ça va te suffire à rentrer dans tes frais et à gagner de l'argent. Ça dépend de comment tu marches sur ton produit aussi et de ton CPC indirectement. Ouais, et puis de la thématique aussi, parce qu'on peut avoir une thématique qui est vraiment, même en intégrant la longue traîne, avoir 100 mots-clés, et une autre qui a 1000 mots-clés, quoi. Et de toute manière, quand on va lancer une campagne AdWords, en général, on ratisse large et après on affine la campagne. Et on a vraiment besoin de tester tous les mots-clés, quoi, même sur de la longue traîne. Donc c'est enfin, voilà, ça dépend encore une fois de la taille de la thématique, en fait, de la niche. Alors, on développe un peu le slide. Au niveau des places de marché, donc je me rappelle plus ce que tu avais dit, mais grosso modo, le gros avantage, c'est que vous avez une visibilité quasi immédiate. Vous bénéficiez voilà, de la force des places de marché qui sont plutôt pas mal du tout, du type Amazon ou Cdiscount. La facilité de la mise en place, donc c'est vraiment il n'y a pas besoin d'être dans la technique pour mettre en place vos produits, c'est vraiment ultra simple. L'externalisation technique et logistique, donc Amazon peut stocker pour vous tout ce qui est produit et peut les envoyer aussi pour vous à des tarifs défiant toute concurrence. Donc c'est assez sympa, d'autant plus que si vous passez par Amazon, donc je ne me rappelle plus du terme, mais vous gagnez des points en fait au niveau, vous aurez plus tendance à être affiché en box par défaut. C'est quelque chose qui est important sur les places de marché, que si vous passez pas par Amazon en fait pour expédier vos colis, quoi. Voilà, vous avez un système de scoring qui vous permet d'être affiché ou pas par défaut, et le fait de passer par Amazon, ça vous met en avant. Et puis ouais, surtout ça permet de vérifier la viabilité du produit avant de se lancer dans la création d'un site. Ça peut coûter assez cher si on n'a pas les compétences pour le faire, même si bon, a priori voilà, l'auditoire là est plutôt compétent. Ok, je te laisse enchaîner sur les points négatifs, Fabien. Ouais, donc les points négatifs, donc forte concurrence des prix sur des références identiques. Oui, ça c'est le problème des places de marché. En fait, c'est quand on commence à être un trop grand nombre à vendre le même produit. Voilà, c'est forcément la guerre des prix, donc on risque en fait de devenir de moins en moins rentable, quoi. Donc toujours encore une fois, là, il y a l'idée de vraiment trouver une niche, c'est aussi trouver un produit que personne ne fait en fait. Ça c'est vraiment l'idéal. Dans les facteurs voilà, négatifs, il y a aussi les commissions qui sont prises par les places de marché. Donc là, bon, forcément, on ne peut pas tout avoir. Souvent, elles sont relativement importantes. Voilà, et après votre niche au grand jour, ouais, forcément, ça arrive au moment quand on veut vendre, il faut être visible. Donc voilà. Alors, par rapport à la concurrence des prix, oui, moi, alors, on vous encourage à vous focaliser sur des produits sur lesquels vous avez l'exclusivité. Ça, c'est pas mal et ça peut être quelque chose à exploiter au long terme sur les places de marché. Parce que ouais, c'est assez violent en fait la concurrence des prix sur Amazon. Moi, je trouve que d'un point de vue, comment dire, vous pouvez faire de l'argent. Enfin, à un moment donné, là, les prix sont tirés vers le bas. Bon, c'est pas, bon, je trouve pas que ce soit forcément une bonne chose. Donc voilà, essayez d'avoir l'exclusivité sur un produit ou de vous placer, voilà, ou de vous placer de façon, voilà, très courte sur des produits sur lesquels vous allez pouvoir faire du cash. Mais il faut bien se dire qu'il y aura toujours un malin derrière vous qui va faire moins cher. Et c'est une course sans fin. Donc quand ça arrive, j'ai plutôt tendance, voilà, à lâcher le produit et partir sur autre chose. Voilà, à un moment donné, on ne s'en sort plus. Hein. Si vous êtes à trop à tourner à chaque fois, toutes les semaines, à baisser chacun de 1 euro, à la fin, il n'y a plus personne qui gagne d'argent. Ouais. Donc après, voilà, donc après c'est le choix de monter directement son e-commerce ou de monter son e-commerce en parallèle. Donc les avantages, en fait on maîtrise tout. Donc optimisation SEO, on fait ce qu'on veut. Au niveau du marketing, c'est là où finalement ça va être aussi un des plus gros avantages. C'est que là, on va vraiment pouvoir travailler les visiteurs et les convertir avec des pages de vente bien étudiées. Donc ensuite, les tarifs, alors
on avait noté tarifs plus importants qui peuvent légitimer, on va dire crédibiliser. Alors le fait de mettre la façon dont on va présenter le produit, en fait, ça va nous permettre de légitimiser un tarif un petit peu plus important que sur une place de marché, dans le sens où on va pouvoir jouer, comme disait Fred, jouer avec des logos entre guillemets un petit peu plus officiels ou utiliser des termes qu'on va pas pouvoir s'approprier sur une place de marché. Donc ça, voilà, ça peut être aussi intéressant. Ouais, j'ai un exemple à ce sujet, quelque chose qui fonctionne assez bien et auquel les gens sont sensibles, en tout cas sur une certaine tranche d'âge. C'est moi j'ai un concurrent qui vend un produit 2 fois moins cher que moi. Sur mon site internet, ce que je vais passer, c'est une pastille indiquant garantie sans contrefaçon ou un produit officiel garanti. Ça ne veut pas dire pour autant que celui chez le concurrent il est contrefait, mais les gens vont avoir l'impression quand même que c'est le cas. Et donc accepter de payer plus cher un produit qui finalement est le même. Voilà. C'est ça. Et en plus, encore bien plus sur les produits Certifié en slip. Voilà, en slip. Je te laisse enchaîner les points négatifs, si tu veux. Oui, alors j'aurais juste voulu revenir vite fait sur les places de marché. Il y a 3 choses qu'on aurait pu dire, c'est que vous pouvez faire, alors pour ceux qui sont un peu tordus, vous pouvez faire de la négative SEO qui fonctionne plutôt de façon très efficace. Si jamais vous avez quelqu'un qui vient de lancer un site internet, que vous sentez que ça fonctionne bien et que vous avez envie de vous placer dessus, vous pouvez aller sur les plateformes, sur les places de marché et alors c'est pas très, voilà, ça se discute d'un point de vue éthique. Moi j'aime pas trop, mais ça se médite. Vous pouvez copier-coller son contenu de façon intégrale. Son site va sauter, le vôtre va rester, le gars va se plaindre aux places de marché et ils en ont rien à secouer. Du coup, ils auront comment dire. Pour celui chez qui vous allez pomper le contenu, il n'y aura aucun moyen finalement de récupérer sa place. C'est assez dangereux, je trouve. Voilà. Donc vous pouvez aussi tourner les choses dans l'autre sens, essayer de vous en protéger. Juste pour être clair, il s'agit de copier son contenu, non pas sur votre site, mais sur la place de marché, hein, c'est bien ça. Absolument. Et de profiter de la popularité de la place de marché, ok. C'est ça, moi j'en ai été victime, hein, donc je l'ai pas fait, et pour le coup j'ai essayé de faire valoir mon droit. J'avais des droits d'auteur sur mon contenu, et voilà, la réponse elle a été claire, hein, on peut rien faire. Donc c'est bouclé, ils s'en foutent. Rajouter une petite bricole sur les places de marché, ne pas hésiter alors il y a quelque chose que les SEO ils aiment bien, c'est utiliser les petits symboles en HTML, c'est complètement sous-exploité sur Amazon. Vous pouvez augmenter significativement votre taux de clic sur les encres en fait des produits. Moi je l'ai utilisé récemment avec les petits symboles là, des petits symboles féminins, vous pouvez mettre des pouces, des flèches, enfin ce que vous voulez, et ça tient. Et une autre petite bricole que vous pouvez exploiter qui est sympa, vous pouvez vous positionner en fait sur des marques qui sont relativement tapées. Par exemple, je prends une marque X qui vend 5 produits et qui est vraiment beaucoup recherchée sur Amazon. Donc au niveau de la ligne la ligne de flottaison, je sais pas comment ça s'appelle là, elle va pas il y a 5 produits, donc ça remplit pas complètement la page. Si demain vous sortez un produit qui est à peu près dans la même thématique que lui, et que dans votre fiche produit vous mettez le mot au niveau des keywords, le nom de sa marque, ça va vous permettre de ressortir sur sa marque en fait, qui va être beaucoup tapé. Et voilà, vous avez un produit de la même thématique. Vous pouvez gagner en visibilité vraiment facilement en fait, en cannibalisant finalement un peu la marque qui est recherchée. Je sais pas si j'ai été clair. Pas trop. Ouais, très clair. Si, c'est bon. Merci Fabien. J'ai une petite question. Il n'y a pas de question, donc c'est bon. Ouais, Moi j'ai une ça doit être petite ça. question, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Impeccable. Les concurrents, ils peuvent pas nous attaquer juridiquement si on fait ça? Alors, tu ressors d'un point de vue visuel. Par contre, les keywords, personne voit que tu les as remplis. C'est quelque chose qui est complètement transparent pour l'internaute. Donc non. Mots-clés de recherche, quoi. Les tags, quoi. C'est ça. Ah d'accord, je croyais qu'on le mettait dans le titre carrément, quoi. Non, dans le titre, non. Tu peux t'amuser à le faire, mais effectivement, là, d'un point de vue juridique, je sais pas si c'est un peu plus délicat peut-être. Hein. Ah ouais, d'accord. Ok, merci.
Alors, Ensuite, ouais, stock ou pas stock. alors, tu veux que j'enchaîne ou Si tu veux, Alors, le stock, moi j'y vais. Écoute, stock, pourquoi passer par un stock? Bon, bah forcément, vous allez faire des plus fortes marges. Vous aurez la maîtrise logistique, voilà, ça semble évident. Et vous pourrez proposer un large choix de transporteurs. Voilà, c'est des avantages un peu classiques, mais Ouais. voilà. Et du coup, t'en connais sur les transporteurs, c'est vrai que c'est super important en fait en e-commerce, le choix des transporteurs en fait et d'avoir un large choix. C'est vrai qu'il y a quelques années, les gens ils bloquaient sur les paiements sécurisés ou pas sécurisés. Maintenant, en fait, ils aiment vraiment avoir le choix des transporteurs et vraiment avoir le suivi qui leur convient. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont habitués à commander sur certaines plateformes ou qui ont des affinités avec certains transporteurs. Et c'est bien en fait de pouvoir proposer un maximum de choix de transporteurs sur son e-commerce. Et notamment en fait il y a des plugins super simples à mettre en place, comme Envoie moins cher, qui en fait avec un seul plugin va gérer je sais pas, c'est peut-être plus d'une dizaine de transporteurs différents et ça a ses avantages. Une petite question, Fabien, il y a Stupid Roots qui demande du forum, qui demande à partir de... en fait, quelles sont les marges qu'on pourrait espérer à partir de produits physiques? Alors il y a Loïc qui répond, ça dépend du produit, je pense que c'est pertinent. Mais peut-être que tu peux Ouais, en dire un complètement, peu plus. ça dépend du produit, ça dépend aussi, bah là on va le voir stock ou pas stock, donc il y a aussi la version dropshipping. Donc forcément aussi quand on fait du dropshipping on accepte de moins gagner. Ça nous simplifie les choses, mais forcément il y a des frais qui sont côté fournisseur. Donc oui, ça dépend vraiment du produit et il n'y a pas vraiment de règles. Alors, moi, si je peux rebondir là-dessus, j'ai pour habitude quand même de multiplier, de règle générale, de façon générale, un minimum les prix par 3. On est sur une logique de niche, il n'y a pas un volume de dingue, donc si c'est pour gagner 1 euro par produit, c'est voilà, c'est moins rigolo, quoi. Donc Ouais. voilà, Ça dépend des produits, ça dépend du panier moyen. Voilà, on a des Hmm. produits qui sont vraiment beaucoup plus importants et on peut sur un produit à 1000 euros, on va dire, accepter de gagner 200 euros. Et voilà, on ne pourrait Ouais. pas multiplier par 4 un produit comme ça, c'est pas possible. Non. Donc, il y a des tranches aussi à respecter en fonction des types de produits et voilà, de la valeur. Ouais, et puis il y a des endroits où si tu es tout seul, moi j'ai exposé une thématique où comment dire, la convention c'était de multiplier les tarifs par 6. Donc ça dépend vraiment, il faut te sentir libre à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, bon après il faut pas exploser les concurrents au niveau, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent, mais faut pas avoir peur voilà, de faire un vrai prix, quoi. Ouais, c'est sûr que ça peut être. En fait, l'erreur à pas faire dans l'e-commerce, c'est vouloir vendre à tout prix. C'est souvent l'erreur que tout le monde fait quand on démarre. Et en fait, on s'aperçoit vite que ben, on va dans le mur. Donc voilà, il faut vendre au bon prix et être rentable. Ça, c'est super important en fait à garder ça en tête et pas s'affoler dès les premières ventes, à se dire je me lance sur du discount, je me mets moins cher que tous mes concurrents sans réfléchir pour pouvoir passer des ventes dans les back-office, quoi. Ça, Ouais, c'est et vraiment. d'autant plus, t'as raison, c'est pas parce que tu vas vendre moins cher que tu vas vendre plus, hein. Ça c'est quelque chose qui se vérifie. Ouais. Pas parce qu'on vend plus qu'on gagne plus. Donc en fait, Alors, attention à avoir le bon prix, quoi. Attends, t'as zappé un truc vite fait, ce qu'on peut dire. Si les gens veulent se lancer en mode stock, ça peut poser pas mal de problèmes. Voilà, si vous n'avez pas la place chez vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à travailler en mode voilà freestyle, hein. Au début, on peut stocker ses produits, voilà, hein, chez soi. Il y a Shurgard qui permet de stocker ses produits c'est pas très cher. Voilà, pensez bien à Amazon aussi qui permet de stocker les produits et de gérer l'expédition même si vous n'êtes pas sur la place de marché. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est pas très connu. On va pas passer bien ça. Ok. Tac. Ouais, après, donc ouais, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Ah oui, c'est dropshipping, vrai. mais bon, Ouais. voilà, le dropshipping, ben, il n'y a pas de logistique, là c'est vraiment facilité. On a besoin juste de notre ordinateur. Aucun risque parce que forcément on n'a pas acheté le produit au préalable. Euh, et les points négatifs, alors voilà, c'est difficulté pour trouver un fournisseur. Alors c'est vrai qu'il y a des plateformes pour ça, il y en a quelques-unes, c'est vrai que c'est
c'est pas énormément démocratisé, mais par contre, en tout cas pour ma part, et c'est pas là-dessus en fait où j'ai trouvé des produits à vendre, parce que du coup, ben voilà, comme on disait au début, le but d'un produit de niche, c'est à la base qu'il soit vendu par le moins de personnes possible. Et c'est vrai que dès qu'on va chercher comme ça sur des plateformes, du coup, voilà, c'est la facilité, donc il y a tout le monde. Donc après, il y a plein de, voilà, c'est plus compliqué, mais bon, il y a plein de, faut pas hésiter non plus à sortir de chez soi, voilà, si on a trouvé un produit, d'aller chercher peut-être un fournisseur et d'aller lui expliquer ce qu'on compte faire et de lui proposer de faire du dropshipping. Donc voilà, il y a une façon de trouver, mais bon, les meilleurs produits, ils se trouvent pas en tout cas sur les plateformes. Non, Voilà. c'est même le gros conseil, c'est ça, finalement, lâcher les plateformes, arrêter, c'est foireux, en tout cas en France, c'est vraiment d'essayer de trouver voilà, un artisan du coin avec qui vous allez pouvoir nouer des vraies relations, à la limite, et qui deviendra un vrai partenaire par la suite, et pourquoi pas vous proposer une exclusivité sur son produit. Si vous le faites travailler, il sera content, et voilà, vous aurez quelque chose qui ressemble à un vrai partenariat, et pas juste, si vous voulez, un échange de bons procédés. Ouais, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à téléphoner aussi. Voilà, les marches plus faibles. Voilà, contacter les gens directement. Les mails, ouais. C'est assez mauvais, quoi. Hein. C'est bon pour moi. Bien. Donc là, c'est toujours dans la recherche du fournisseur, du coup on y était. Donc là, en fait, on va pour rester sur notre sandale, je sais pas qu'est-ce qu'on a eu avec ce produit. Donc là, voilà, on peut aussi, avec en fait, une recherche par l'image, repérer, essayer de trouver le fournisseur. Donc là, donc on a pris notre sandale en fait d'Amazon, donc on a fait une recherche. Alors là, pour le coup, la recherche, elle marchait pas, mais on l'a laissé. On va vous dire pourquoi. Donc là, on a eu quasiment ce produit, on n'a que du Amazon. En tout cas, cette photo qui est refaite sur Amazon. Alors après, il y a peut-être aussi... en fait, on fait ça pourquoi? Parce que bien souvent, quand il y a du dropshipping, les e-commerçants, en fait, ils prennent la facilité, c'est-à-dire qu'ils prennent directement l'image en fait du fournisseur et ils l'utilisent directement sur leur site. Ils ne refont pas forcément un shooting photo. Donc c'est pour ça qu'on arrive bien souvent à remonter au fournisseur. Donc là, en fait, dans le cas d'Amazon, ce qui était intéressant, c'est que là, on a eu quasiment que des résultats avec Amazon, mais on a eu que du Amazon en .fr, en .es, et je crois qu'on avait un .co.uk. Mais Amazon, c'est pas que ces trois langues. Donc il y a plein d'autres extensions. Donc là, il y a sur un produit comme ça, par exemple, il y a une opportunité d'aller se positionner sur les autres langues, dans les autres pays. Donc c'est voilà. Alors, pour rebondir sur Amazon, il faut savoir quelque chose, c'est que quand vous sous-traitez l'expédition pour Amazon, vous pouvez, ils s'occupent d'expédier dans toute l'Europe à des tarifs intéressants. Donc vous pouvez toucher toute l'Europe d'une façon logistique en tout cas, en passant qu'à travers Amazon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, si vous mettez vos produits sur la plateforme française, vous pouvez, il y a une fonctionnalité qui permet en fait d'exporter tous ces produits de façon automatique sur toutes les autres plateformes. Et donc ça peut faire, voilà, c'est assez intéressant. Ah, du coup, pour moi, c'est bon. Ah oui, ça, on peut rajouter un truc. Si vous repérez voilà, comme dit là qui était sous-exploité, mais si vous repérez le produit sur Amazon, c'est un produit qui cartonne et qu'il est absent de Price Minister, ses discounts, etc., c'est des opportunités à saisir. Voilà. Ah, exact. Échange de liens en masse. Vas-y, Fred. Alors, donc c'est un petit peu démodé les échanges de liens, pourtant moi c'est quelque chose que j'aime toujours, surtout quand c'est fait de façon indolore. Il y a des plateformes qui existent qui répertorient tous les gens qui sont susceptibles de vouloir faire des échanges de liens, donc là on en a pris une, ça s'appelle Tooling2. Pour accéder en fait aux différents abonnés, il faut payer un petit abonnement en fait qui voilà, c'est pas très cher, surtout que comment on va l'exploiter, c'est assez intéressant. C'est-à-dire vous prenez un abonnement sur une journée, vous scrapez tous les abonnés en fait, tous ceux qui sont présents sur cette plateforme, et puis ensuite vous allez les démarcher en direct ou de façon automatique pour leur proposer des échanges de liens. Voilà, ça peut, voilà, en une salve, vous pouvez avoir des résultats assez sympas, et n'hésitez pas à privilégier quand même les liens croisés, c'est quand même mieux. Et thématisé. Et thématisé, t'as raison. Ouais, c'est vrai.
Donc après, ouais, échange de liens en masse, ouais, ça c'est voilà. Donc la méthode 2, donc là on y va par les footprints. Donc là, ouais, l'exemple c'était ok, ouais, c'était de repérer en fait donc les pages de contact, donc sur un CMS en particulier. Donc là encore une fois on a pris un PrestaShop, mais bon il y en a des ouais, on va dire plusieurs dizaines dans un certain volume. Donc là l'objectif c'est faire remonter toutes les pages de contact et après avec un bon petit message d'aller contacter en masse. Donc là juste sur la requête là on avait quand même 36 900 résultats que sur du PrestaShop, donc c'est juste énorme le potentiel. Donc sur la masse les résultats ils sont là quoi. T'as raison, surtout que c'est sur un PrestaShop, enfin une version précise d'un PrestaShop, du coup c'est beaucoup plus important et c'est en français. Et après avec Zeno, donc en plus voilà, pour automatiser avec Zeno Poster, faire un template pour remplir un formulaire comme ça, c'est même pas 10 minutes bientôt. Donc c'est vraiment super rapide à mettre en place et voilà. Et franchement il y a du bon retour. Donc ouais, et n'hésitez pas à utiliser un prénom féminin, c'est quelque chose qui marche bien. Bon, Ophélie et Barbara c'est un petit peu gros, mais Émilie ça passe bien. Voilà, pensez plateforme donc CMS, mais vous pouvez aussi penser empreinte plugin du type formulaire de contact, c'est bon aussi. Voilà, vous focalisez pas que sur ce qui est boutique. J'ai pensé à une astuce à dire tout à l'heure. Si jamais, donc qui a un rapport avec ça, vous voulez envoyer, vous avez 1 million d'emails à envoyer. Si vous, voilà, c'est pas toujours facile d'envoyer 1 million d'emails, vous pouvez vous servir de cette astuce-là pour faire votre mailing. Il suffit qu'au moment en fait où vous envoyez, vous remplacez le formulaire de contact, vous cochez la case recevoir une copie de ce message et vous remplissez comment dire, l'adresse de contact en fait, pardon, un scooter à côté de moi, avec l'adresse email qui fait partie de votre mailing list. Si vous avez 1 million d'adresses email, vous trouvez 100 000 PrestaShop, ça vous fait quoi 10 mails envoyés en passant par chacun des sites internet, donc c'est $1 pour eux et pour vous ça marchera bien. Voilà, bon, c'était un petit truc en plus. C'est bon pour moi, Fabien. Ok, donc capter du trafic, donc en fait ce qui est bien en fait avec toutes les plateformes et communautés qui existent, c'est que on arrive même en lancement de e-commerce, quand on n'a pas encore la visibilité qu'il faut, on arrive à générer des ventes. Donc depuis des sites comme, enfin voilà, des gros forums comme tout le monde connaît au féminin, tout ça. C'est plutôt facile en fait à générer quelques ventes déjà dès le départ. Et on a des communautés comme ça. Donc les communautés, c'est pas fait que pour les liens. On a des communautés par exemple comme TeamQuick, vous connaissez. Donc c'est une communauté, on va dire, responsable, éco-responsable. Donc si vous vendez demain un produit qui a un rapport avec cette thématique, je crois que TeamQuick c'est plus de 20 000 utilisateurs. Donc bon, on est tous d'accord que il y en a peut-être un tiers qui sont venus qu'une fois pour poser un lien, mais bon, c'est pas grave. Il y a franchement une vraie communauté quand même derrière. Et donc il y a moyen de publier des articles, de faire connaître votre marque, votre produit. Voilà, il y a moyen de s'en servir, on va dire, un petit peu plus intelligemment. Et au passage, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, avec des outils encore une fois comme Zenoposter, vous allez pouvoir en fait automatiser ça, même configurer mettre en place un scheduler. Vous allez faire tous les jours vos petites actions, aller faire du follow, aller faire du like sur des articles, tout ça, et là vous popularisez un max en fait votre profil. Et voilà. Et le bonus, c'est qu'au bout d'une quinzaine de jours, vous récupérez en plus avec un backlink de follow avec un trust très proche de 30. Donc c'est top. Ouais, là ce qu'on peut retirer aussi, voilà, c'est comme tu disais, voilà, pas toujours focalisé comme un fou sur Google, il y a des belles opportunités à droite et à gauche à saisir, des communautés qui existent, qui sont vraiment très ciblées, voilà, je pense notamment aux communautés qui tournent autour de la santé et du naturel. Demain vous vendez, ouais, voilà, donc il faut, à un moment donné, il faut aller là où il y a il y a du monde et essayer d'en tirer profit. Il y a des plateformes comme Doctissimo qui permettent aussi de faire des choses intéressantes à ce niveau, voilà, il faut être là où il y a du trafic. Voilà. Et voilà, le but, c'est sûr, c'est de l'automatiser quand même, parce que bon, voilà, c'est pas un travail qui a une forte valeur ajoutée sur le moment. Donc, ouais, c'est pas très drôle. Ouais. Mais bon, une fois que c'est bien rodé, c'est plus simple. Donc après, ouais, ça c'est la partie, voilà, la partie conversion, en fait, c'est super important en e-commerce, parce que c'est beaucoup plus compliqué en fait à doubler
on va dire doubler le chiffre d'affaires en doublant le nombre de visiteurs, alors que des fois, en travaillant en fait vos conversions, en faisant voilà, soit du test AB, soit avec des cartes de chaleur, en fait en regardant vraiment où est-ce qu'il peut y avoir des facteurs bloquants sur votre site en termes de marketing, et ben en fait il est possible de doubler votre taux de conversion, donc de doubler votre chiffre d'affaires, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rapide que d'aller chercher à acquérir 2 fois plus de visiteurs. Donc ça c'est Ça, ouais. super La important. passion du SEO peut être toxique des fois pour le porte-monnaie, quoi. C'est ça. Il y a pas... Et donc là, on a cité Gimbals, qui est un outil franchement qui va bien. En plus, il est en mode test. Je crois que vous avez 10 000 vues pour tester le produit, donc c'est voilà, relativement confortable. Et puis vous allez voir rapidement que vous faites bondir en fait votre taux de conversion. Et donc voilà, c'est du cash. C'est ok pour moi. Lutter contre l'abandon de panier, donc ça c'est vrai que voilà, encore une fois on parle de taux de conversion, des fois c'est dommage voilà, de juste vouloir acquérir plus de trafic. À un moment donné il faut essayer de convertir. Moi j'ai remarqué quelque chose pour tout ce qui est voilà, les 50 ans et plus, PayPal c'est un vrai problème, surtout quand les gens veulent payer par CB Visa. Je sais pas, j'ai pas mal de taux d'abandon. Il existe une solution qui s'appelle Payplug, je crois que c'est des Français en plus, donc c'est sympa, qui fait tout comme PayPal, mais qui est vraiment voilà, qui est un peu plus clair en fait au niveau du paiement à CB Visa. Ça fonctionne bien, c'est très facile à installer, notamment sur PrestaShop, donc c'est une solution que je conseille. Et je te laisse parler de ta VAD. Ouais, voilà, c'est surtout en fait, c'est une solution qui est top en lancement de e-commerce parce que en fait, avoir un compte VAD, c'est pas forcément donné à tout le monde au début. En fait, il y a des banques qui sont réticentes et qui préfèrent en fait voir un petit peu comment vous allez tourner avec votre e-commerce avant de vous ouvrir en fait un compte avec leur solution. Donc c'est vrai que là, là en 2-2, en fait, vous lancez avec Payplug. Donc voilà, c'est un complément de PayPal. En plus, Payplug, ça permet d'avoir une interface qui, en termes de marketing, en fait, est beaucoup plus aboutie. Donc voilà, c'est encore une fois, vous allez améliorer les conversions. Je sais pas si tu l'as dit, Fred, mais c'est vrai que gros avantage aussi de Payplug, c'est qu'en fait, il vous impose pas le 3D Secure. Ouais, très important ça, très très important. Ouais. Ouais, parce que surtout sur, en fait, le 3D Secure, c'est à peu près 30% d'échecs de paiement en fait en plus. Donc c'est à prendre en compte. Après, il faut faire des tests. Ça dépend du produit, ça dépend de votre panier moyen. Et en général, quand on vend du petit produit où on a un panier moyen à 20, 30 ou à 50 euros, c'est franchement une plaie. Et ça peut faire perdre beaucoup de ventes. Donc c'est... Alors, il y a des banques qui permettent de ne pas avoir le 3D Secure obligatoire. C'est pas le cas apparemment de la Marseillaise Crédit Marseillais, hein, c'est ça. Et la Banque Populaire, par contre, je sais que LCL te permet de faire sauter cette. Par contre, ça un problème, c'est pour ta pomme, hein, mais tu peux faire sauter cette 3D Secure. Voilà, à voir. Après, c'est un calcul. Voilà, faut regarder le taux d'erreur de paiement, enfin le taux d'impayé, et voilà. Et c'est ce que ça nous a fait Et de ça va dépendre aussi, voilà, les arnaques au paiement, c'est beaucoup plus courant sur tout ce qui est, tu vas peut-être me contredire, je sais pas, mais sur tout ce qui est iPhone ou produits facilement revendables sous le manteau. Si demain vous vendez des couches lavables ou je ne sais quoi, enfin je veux dire des produits de niche, on va dire, forcément ça se refourgue un peu moins facilement, donc c'est un peu moins sensible comme produit. Voilà, ça dépend du produit que vous allez vendre. Je voyais passer dans le chat, là, il y a B2B aussi. C'est, je connais pas trop, mais effectivement, c'est une solution aussi dans le même style. Ouais, complètement. Après, voilà, tant que tu as ton... Alors là, en fait, vous avez repris donc en fait un exemple de ice tracking. Donc ouais, ça vient du blog Kissmetrics. Donc en fait, c'est super intéressant. Là, encore une fois, pour le travail de landing page. Donc là, ils avaient pris voilà, une photo avec un bébé qui regardait de face et la même à droite en fait où il avait le regard orienté vers le texte et vers le produit. Et en fait, la différence, elle est assez flagrante. Et donc voilà, voilà. En gros, la phrase c'était je regarde où tu regardes. C'est vrai qu'on est on est attiré, en fait, on suit le regard du visage. Et ça aussi, voilà, humaniser les e-commerce, en fait, c'est super important. C'est vrai qu'en général, enfin, e-commerce, c'est voilà, on a personne en face, c'est super froid. Et le fait de rajouter comme ça un visage ou d'humaniser,
ça permet de réconforter, de rassurer aussi en quelque sorte les visiteurs. Ouais. Mettre des jolies filles, tout ça, c'est toujours quelque chose qui marche. Hein. Ouais. Ouais. Enfin, ça dépend de la thématique, mais encore que voilà. Ah, pareil, c'est un autre exemple. Voilà. Là, on voit en fait le regard de la personne qui... donc la photo de droite, en fait, elle regarde de face, et celle de gauche, comme vous voyez, elle regarde la marque. Et en fait, il y a beaucoup plus de regards qui sont portés sur la marque du produit. Donc voilà, c'est dans la même lignée que le premier, et c'est intéressant à voir ça. Donc là, c'était un autre exemple, en fait, pour faire voir aussi que certaines fois, on peut faire des erreurs. Voilà, l'important en fait c'est de bien repérer en fait où va être notre call to action et d'être sûr, voilà, d'être sûr de ce qu'on met comme visuel sur la pub. Là en l'occurrence, sur aller mettre un patch au milieu finalement qui focalise le regard dessus. Et c'est pas, finalement c'est pas ici où il fallait regarder. Peut-être qu'il fallait plus orienter le regard vers le numéro. Le but c'est d'être appelé. Donc voilà, faire attention de pas trop en faire et voilà, à prendre en compte finalement tous ces petits comportements des internautes. Quoi. Et j'aurais une réflexion sur tout ce qui est, voilà, si vous avez vous êtes un peu tatillon du point de vue design, etc., que vous avez peur de faire des sites moches, ou voilà, que vous ne vous sentez pas à l'aise là-dessus, par expérience, je pense que c'est pareil pour Fabien, voilà, si vous faites un site, bon, pas trop laid quand même, mais qui est simple et efficace, du type avec le template de base de PrestaShop, et que vous êtes propre au niveau de votre rédaction, ça convertira, hein, je veux dire, donc voilà, faut pas se parasiter avec tout un tas de choses autour. Ouais. Et c'est vrai, rapidement pour faire un autre commentaire là-dessus sur peu importe le e-commerce, c'est vrai que souvent en fait on a tendance à partir dans un délire en fait à vouloir un site beau, mais en fait le site il est pas là pour épater la galerie, il est là pour vendre. Et souvent plus vous mettez de visuel en fait autour, plus vous jouez sur les fonds, les images à droite à gauche, et moins en fait votre produit il est mis en avant. Et la star sur un e-commerce c'est le produit, c'est lui qui doit être en avant. Et donc attention en fait à partir avec des templates, des trucs qui sont un peu trop, on va dire un peu trop poussés en termes de design. Quoi. Alors, recycler l'existant pour démarrer sur les chapeaux de roue. Donc oui, le problème qu'on a souvent quand on lance un nouveau e-commerce, c'est que on se retrouve voilà, un petit peu sans trafic, enfin sans rien, sans backlink, sans communauté. Donc il y a deux possibilités qui sont assez intéressantes à exploiter. C'est de choper des noms de données, des noms de domaine expirés pour leur matrice d'abord. Voilà, ça parlera au SEO, donc via Majestic, hein, on peut analyser ça, et la contextualisation des BL c'est important, mais il y a quelque chose qui est complètement sous-exploité, c'est que quand on chope un expiré, on peut récupérer en fait les communautés qui étaient rattachées au mail qui ont servi à ouvrir ces communautés. Je ne sais pas si je suis très clair. Du genre, quelqu'un achète contact le nom de domaine google.fr. Il ouvre une boîte mail contact@google.fr et il va s'inscrire sur Facebook, Twitter et tous les forums, etc. avec cette adresse mail-là. Demain, vous rachetez le nom de domaine qui a expiré, vous mettez un catch-all sur Internet DS par exemple qui le permet, vous allez pouvoir récupérer tous ces comptes en fait tout simplement en faisant mot de passe oublié, et du coup on peut se retrouver à récupérer des comptes comme celui qui est en dessous qui a pris 3 minutes à être récupéré. Voilà, quand même 3174 abonnés, c'est quand même assez sympa. C'est un petit peu sombre comme astuce dans un sens parce que vous allez pouvoir aussi récupérer des choses assez sensibles. Voilà, c'est aussi pour vous mettre en garde, quand vous lâchez vos expirés, faites gaffe. Vous pouvez tomber sur des choses voilà, qui relèvent de l'ordre de l'intime, et donc après voilà, votre éthique doit faire le reste. Voilà, il y a des gens qui ont des comptes Dropbox avec leur compte professionnel, le site tombe, vous pouvez récupérer tout ce qu'il y a dessus. Donc c'est un peu délicat. Voilà, mais bon, ça mérite d'exister. Vous pouvez scraper des belles listes de profils Twitter via des sites, par exemple counter.com, qui répertorie les sites, je crois, par thématique, langue et puis une popularité des comptes. Donc vous pouvez récupérer des choses sympas. Ok. Voilà, voilà, pour scraper, en fait, récupérer du domaine expiré. Donc voilà, il y a Scrapbox, il y a Gscraper, qui en plus depuis pas longtemps en fait intègre directement un service pour aller checker chez le Registar si c'est dispo ou pas. Voilà, vous avez Zeno aussi qui peut servir à scraper, même si c'est pas son but premier. C'est pas là-dessus qu'il est le meilleur.
Mais donc voilà, il y a pas Vu qu'on était dans le délire de citer les produits, enfin les tools français, il y a RDDZ aussi. Ah oui, exact. Autant pour moi qui est un outil excellent, franchement, Ouais, que je ouais, je peux confirme. Qui fonctionne très bien, ouais. Ouais. Notamment pour l'analyse des BL en masse, des métriques, vous pouvez plugger l'API de Majestic et pour le coup, bon, moi je me sers de ça, c'est pas mal. On arrive à Alors, la, on arrive à la c'est fin peut-être, on arrive à la fin du timing. Il nous reste quelques minutes pour les questions si vous voulez. Je pense, vous avez fini on a pas Non, fini, mais on a Ah. couvert, il reste pas grand-chose. Ben, on peut prendre 5-10 minutes sur la pause de 30 minutes, mais pas plus. Ok. Donc encore une fois, quand on lance un e-commerce, on se retrouve avec rien. Donc l'idée c'est de partir avec quelque chose. Voilà. Donc on va essayer de trouver des bases de données, des listes d'emails à exploiter. Il y a une astuce qui est assez connue voilà, dans une certaine mesure, c'est d'utiliser Google pour hacker, enfin, en quelque sorte, les sites internet qui sont sensibles. Donc en tapant un certain nombre d'empreintes, hein, on vous en a mis quelques-unes, mais il en existe plusieurs milliers. Voilà, pour se retrouver en fait sur les parents, les répertoires enfin, qui sont listés en fait. Et là, de là, vous pouvez télécharger des backups, des choses comme ça. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, dernière astuce, c'est que voilà, il n'y a pas que Google. Si vous avez des tools de type Scrapbox ou autres qui peuvent envoyer du pâté, ce que vous pouvez faire, donc, c'est récupérer par exemple tout via une empreinte bien sentie, tous les WordPress d'une certaine thématique, et puis ensuite aller regarder avec Scrapbox ce qui va répondre en fait quand vous allez appeler le nom de la boutique plus slash quelque chose en fait qu'un naïf va utiliser pour faire sa sauvegarde du type SAV, SAVBDD, BDD, SAVMail. Si ça vous renvoie pas une 404, il y a des petites chances pour que ça sente bon. Ce qu'il faut faire avec Scrapbox, c'est que vous utilisez le page scanner et puis vous regardez dedans si ça répond par exemple à la phrase SQLGZ ou quelque chose comme ça qui vous montrera que vous avez peut-être quelque chose à télécharger. Ça me fonctionne plutôt bien. Il faut le faire vraiment sur de la masse pour en ressortir quelque chose par contre. Et pas hésiter à être un peu inventif et voilà, à caler autre chose que SAV, SAVBDD. Et puis, bon, ça peut servir aussi à se protéger, hein, n'appelez plus ou glisser un petit fichier index.html dans vos répertoires pour éviter qu'il soit listé. Voilà. Pour moi, c'est bon. C'est bon. En fait, on est à la fin. Ok, super. Merci à tous. Merci à tous, ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à vous, pour cette, c'était belle excellent là, vous nous avez montré des choses excellentes. Ouais. C'était très riche. C'était très